Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette conférence sur le service public départemental de l'autonomie. Et nous allons nous interroger aujourd'hui pendant une demi-heure sur les enjeux pour les élus locaux et les collectivités dans la construction de ce service public départemental de l'autonomie. Pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir 3 représentants d'élus et de collectivités. Armelle Tilly, vous êtes vice-présidente en charge des solidarités et affaires sociales au Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Vous êtes également présidente de l'Agence interdépartementale autonomie. Et puis, vous êtes aussi maire adjointe de la ville de Chaville. Joël Ballandreau, vous êtes président de l'Association des maires de Mayenne. Vous êtes vice-président de l'Association des maires de France, donc bien occupé pendant ce congrès. Et vous êtes également vice-président du Conseil départemental de la Mayenne, qui est, j'ai oublié de préciser, les Hauts-de-Seine et la Mayenne sont 2 des territoires préfigurateurs du service public départemental de l'autonomie pendant cette année 2024. Et Éric Signierbieux, vous êtes directeur général de l'Union nationale des CCAS. Merci à tous les 3 de nous rejoindre pour cette séquence. Avant de vous laisser la parole et de bénéficier de ce temps d'échange, juste 2-3 mots pour préciser de quoi on parle. Qu'est-ce que ce service public départemental de l'autonomie ? On sait aujourd'hui que pour qu'on soit une personne âgée, qu'on soit une personne en situation de handicap ou qu'on soit un aidant, il est assez difficile d'obtenir des informations, de savoir à qui s'adresser pour avoir des informations, pour obtenir des aides, qu'il s'agisse d'aides financières, qu'il s'agisse d'aides techniques, des aides techniques pour aménager son logement, ou également de l'aide personnelle pour avoir des personnes pour nous aider dans notre quotidien. C'est difficile, pas parce qu'il n'existe pas d'acteurs, mais parce qu'au contraire, il en existe énormément sur le territoire, et qu'on ne sait pas vers qui se tourner, et avec souvent pour les personnes une impression d'être renvoyé de guichet en guichet, en se disant « c'est pas moi, c'est l'autre ». Et pour les professionnels, ça constitue aussi cette multiplicité d'acteurs, une complexité et une difficulté à identifier quel est mon rôle par rapport aux autres et comment on peut agir collectivement pour la personne. Donc la création du service public départemental de l'autonomie, ça n'est surtout pas rajouter une strasse de plus au millefeuille, ça n'est pas créer un nouvel acteur, ça n'est pas créer un nouveau dispositif et ça n'est pas non plus créer un nouveau guichet pour imposer des fusions et imposer que tout le monde aille dans un seul endroit unique. C'est faire un pas de côté par rapport aux structures et aux dispositifs existants et se dire qu'on va placer l'usager au centre du service public et on va se placer du point de vue de la personne et se demander quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes et comment collectivement y répondre avec la notion de faire service public ensemble. Quels que soient les acteurs qui existent aujourd'hui sur le terrain, ils ont tous un rôle, une responsabilité partagée et l'objectif est de permettre qu'ils puissent mieux se connaître, avoir beaucoup plus d'interconnaissance les uns avec les autres, connaître les limites et les champs d'action et de compétences de chacun, pour ensemble partager cette responsabilité d'un parcours plus fluide, plus lisible pour les personnes. Et parce que c'est beaucoup plus simple de vous présenter le service public en quelques images qu'avec des longs discours, je vous propose qu'on passe une petite vidéo qui va vous expliquer en 2-3 mots ce qu'est ce service public départemental de l'autonomie. Et je pense qu'il manque le son. Pour les personnes âgées et des personnes en situation de handicap se sont beaucoup enrichies ces dernières années. Mais cette richesse est source de complexité et donne encore trop souvent l'impression d'un parcours du combattant pour accéder à l'information, aux prestations et aux droits. Le cloisonnement des professionnels du sanitaire, du social et du médico-social est également un frein dans la fluidité de parcours. Le service public départemental de l'autonomie, SPDA, vient simplifier et améliorer le parcours de vie des personnes grâce à une responsabilité partagée par l'ensemble des acteurs. Le service public départemental de l'autonomie répond à 4 missions. La garantie d'un accueil, d'une information, d'une orientation et d'une mise en relation de qualité, quelle que soit la porte d'entrée utilisée localement par la personne. L'évaluation de la situation, l'attribution de droits et de prestations adaptées. L'appui aux solutions concrètes grâce à une meilleure coordination de toutes les parties prenantes. La réalisation d'actions de repérage, de prévention et d'aller vers pour limiter la perte d'autonomie. Le service public départemental de l'autonomie n'est ni un nouvel acteur ni un nouveau dispositif.
Il favorise la connaissance des acteurs locaux entre eux pour mieux travailler ensemble afin d'améliorer la qualité du service rendu aux personnes. Les exigences de qualité sont fixées au travers d'un cahier des charges national en engageant l'ensemble des acteurs au plus près des personnes. En 2024, 18 départements préfigurateurs contribuent à la conception de ce cahier des charges. Le service public départemental de l'autonomie se généralisera en 2025. Voilà, donc quelques images claires pour vous expliquer donc, ce service public départemental de l'autonomie. Et pour retenir 3 mots-clés, l'idée qu'on est vraiment sur une responsabilité partagée entre les acteurs, qui partagent la responsabilité de permettre un parcours fluide pour les personnes, quelle que soit la porte d'entrée qu'elle va solliciter pour avoir des informations et des aides. L'idée qu'on s'appuie sur une organisation intégrée, donc c'est vraiment développer de nouvelles modalités de travailler ensemble pour les professionnels, développer l'interconnaissance, travailler collectivement, mieux se connaître et mieux agir collectivement pour les personnes. Ça suppose d'avoir des nouveaux outillages et d'articuler les interventions des uns avec les autres. Et puis une organisation territoriale, puisqu'on a un cahier des charges national qui va fixer des grands objectifs de services rendus et de qualité de service au niveau national, mais une organisation qui dépend des collectivités, des départements et qui va s'adapter aux spécificités des différentes collectivités locales. Je ne serai pas plus longue sur l'introduction, je laisse tout de suite la parole à nos invités avec une première question que je vous pose collectivement. Quand on pense autonomie, qu'est-ce que ça vous évoque? Quels sont les enjeux pour vous au sein de vos propres collectivités et par rapport à vos propres fonctions en termes d'intégration de l'autonomie dans le quotidien des élus que vous êtes et des collectivités que vous représentez? Je ne sais pas qui veut commencer pour... Allez, on va poser la question au maire, parce que je vais intervenir ici en tant que maire de ma commune. Quand vous m'avez fait cette question-là, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est une réflexion un jour d'un de mes habitants qui me dit qu'il n'y avait pas assez de bancs dans la ville. Je vous le dis comme ça parce que c'est extrêmement trivial, mais c'est le quotidien d'un maire, que l'autonomie, c'est quelque chose c'est un empêchement du quotidien, la perte d'autonomie. Et pour les élus locaux que nous sommes, en fait, ça se diffuse potentiellement partout dans l'ensemble de la vie sociale. Et la réflexion que je me suis faite, j'ai eu un deuxième exemple trivial comme ça. Ça a été les anciens qui m'ont dit un jour que les tables et les chaises de la salle des fêtes étaient trop lourdes. Les mêmes personnes depuis 20 ans tiennent l'association et tiennent leur pas. Et aujourd'hui, les tables sont trop lourdes. Donc la perte d'autonomie dans le quotidien d'une commune, c'est de l'adaptation de tout. Alors là, c'est sur des équipements communaux, donc nous, on doit se charger de faire et d'améliorer physiquement les choses. Et en réalité, et pour ce qui nous concerne là, c'est comment on fait pour qu'à la maison, puisqu'on parle beaucoup de ça quand même, et on se retrouve avec des gens qui sont en situation de continuer à vivre sur nos territoires, dans nos communes, parce que pour des communes rurales comme la mienne, la problématique, c'est que si je ne suis pas capable d'accompagner un début de perte d'autonomie de mes habitants, je perds carrément mes habitants qui vont aller dans une commune où il y a la résidence qui va bien, où il y a des appartements qui vont bien, parce qu'il ne s'agit pas forcément de résidence, où on va se trouver dans un mode de vie et une capacité de logement qui font qu'ils vont accueillir les gens. Donc j'ai quelques fuites, moi, de gens qui, après 70 ans, 75 ans, se disent « j'ai pas la solution de logement chez moi ». J'ai des vieux pavillons sur sous-sol avec des marches, etc. Et donc qui ne sont pas accessibles, même si je ne suis pas en fauteuil, qui ne sont pas confortables, on va dire. Et je préfère aller habiter à Laval ou à Changé, là où mon président habite, où j'ai des appartements et j'ai des habitats qui vont mieux. Donc c'est vraiment quelque chose de très citoyen. C'est très concret, on va dire, cet enjeu-là. Merci, Madame Tilly. Merci. Alors, oui, très rapidement, moi, je suis arrivée en 2008 à la mairie de Chaville. Avant, faisais du logement intergénérationnel. Donc, j'ai tout de suite compris ce qui se passait entre 2 générations. Donc, je suis arrivée à la mairie et je me suis aperçue effectivement d'un nombre de plus en plus important de nos concitoyens âgés. Et puis, surtout, des chiffres. Des chiffres et des chiffres. Ça fait depuis 2008 qu'on nous parle de chiffres. Il y a un moment, il faut agir. Et exactement, comme vous le dites, c'est qu'est-ce que je peux faire pour ma population, alors notamment à Chaville, 96% des Français veulent rester à domicile. C'est un souhait, c'est clair. Ils le disent, il n'y a aucun doute. Il n'y a que 20% qui rentrent dans des EHPAD. Et c'est surtout le chiffre 2035. On va multiplier par 2 le nombre de plus de 65 ans et par 4 le plus de 85 ans. Et donc là, en tant que
vice-présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine, c'est comment je fais pour aider à la fois l'ensemble de mes communes à franchir ce cap et ce défi qui nous concerne tous. Donc oui, c'est des enjeux, ils sont faramineux et c'est formidable que le SPDA puisse nous rassembler pour justement voir dans chacun de nos territoires ce que nous faisons et comment nous allons franchir ce cap. Oui, au niveau des centres communaux d'action sociale, donc on fait partie du bloc communal, puisque c'est des établissements publics qui sont rattachés aux villes. Pour aller peut-être un peu plus loin et toujours dans le même esprit et être un peu pragmatique, parce qu'en fait, c'est des questions qui nous sont posées au quotidien dans la proximité. C'est exactement celle que vous disiez, effectivement, monsieur le maire. Derrière, c'est qui le premier interlocuteur? Le premier interlocuteur, c'est le maire, c'est la mairie, c'est les CCAS, donc l'adjoint au maire chargé des affaires sociales souvent, et le maire qui est président des centres communaux d'action sociale. Ça veut dire au niveau de l'autonomie que ça touche bien sûr les politiques sociales, mais pas que les politiques sociales. C'est exactement les exemples qui sont cités. C'est comment je fais pour continuer à vivre non seulement chez moi le maximum de temps. Et on avait fait une petite étude sur les EHPAD, par exemple. Les gens ne disaient pas forcément je n'irai pas en EHPAD parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et peut-être qu'ils en auront besoin à un moment donné. Par contre, ils disaient on ne veut pas être dans un établissement fermé. On veut être dans un établissement qui a encore du lien avec la ville, qui a encore du lien avec la vie. Donc cette autonomie, elle touche en fait la politique sociale et toutes les politiques communales qui sont mises en place, qui vont effectivement de l'aménagement du territoire, mais qui vont aussi au niveau du mobilier, au niveau de la manière dont on va organiser les parcs, etc. Et donc l'autonomie, ça me fait penser à cela pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Alors, vous avez tous les trois parlé beaucoup de l'autonomie pour les personnes âgées, donc la perte d'autonomie. Sur le service public départemental, on est vraiment sur à la fois les personnes âgées, mais aussi les personnes en situation de handicap et les aidants. Est-ce que vous avez peut-être deux, trois mots pour compléter sur ce volet handicap, sur l'impact que ça peut avoir aussi pour les mairies dans leur quotidien et dans leurs projets de territoire? Alors, l'enjeu de la loi de 2005 sur l'adaptation de nos communes au handicap, c'est un enjeu dont on a parlé hier aussi. Donc on va faire un anniversaire dont on voudrait pouvoir souffler sereinement toutes les bougies, mais on sait bien qu'on n'y est pas au rendez-vous. Donc nos cités sont en moyenne pas toujours accessibles, et on en parlait avec Dominique Farrugia d'ailleurs hier, avec une prise de conscience une difficulté à réaliser les choses quand même dans le détail, un fort poids aujourd'hui, moi je ressens en tout cas de la part des familles aidantes et de quelles ressources on trouve dans nos structures déjà existantes d'accueil de jour, de repos, de répit à accorder. Aussi pour l'ensemble des familles à qui on confie ou des structures à qui on confie des gens en situation de handicap. Il y a un rôle d'accompagnement parce qu'on voit bien que les aidants vieillissent avec leurs aidés et qu'à un moment donné, les choses les plus dramatiques qu'on vit de temps en temps, c'est de voir l'aidant partir avant l'aidé et dans une souffrance psychologique forte, et bon, on se retrouve encore après à aider l'aidé. Donc il y a des partages, et donc on doit trouver des solutions ensemble, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Mais en tout cas, les demandes sont très fortes puisque c'est ces personnes-là qui viennent en détresse dans le bureau du maire. Là, pour le coup, c'est le rendez-vous pris à 14h avant la réunion de 14h30, et on passe une demi-heure avec madame ou monsieur qui dit j'y arrive plus, il faut me trouver une solution pour mon conjoint et il faut me trouver une solution pour moi. Et donc on développe des solutions les uns les autres, en particulier sur le répit, sur les accueils de jour, etc. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très prégnant dans une société qui vieillit globalement. Je ne l'ai pas dit, mais comme ma collègue des Hauts-de-Seine, on est en Mayenne, sur un territoire en moyenne plus vieillissant que la France, qui elle-même est en Europe vieillissante, etc., etc. Enfin voilà, on a tous ces enjeux-là. Ouais. Juste très rapidement pour compléter, les enjeux des personnes âgées, ce sont les enjeux des personnes aussi handicapées. Et c'est formidable que nous prenions de façon globale ces deux thématiques. Et donc, ça nous permettra d'apporter des réponses, parce que ce qu'attendent nos concitoyens, c'est vraiment des réponses concrètes. Alors, bien évidemment, c'est l'accessibilité, donc on y travaille, mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi cette vision de parcours, cette vision de 360 degrés. Et on ne veut pas demander à l'aidant de tout gérer, de tout porter. On voit trop, bien évidemment, que ces aidants sont épuisés. 11 millions d'aidants, en général des femmes,
qui habitent à 150 km de leur personne à aider, qui n'ont pas d'outils pour pouvoir gérer, qui sont fatigués, qui nous le disent et on le voit. Et ça, pour les mairies, voilà, on a besoin de leur apporter des réponses. Et c'est un peu notre combat, j'ai envie de dire, au quotidien. C'est comment faire pour que demain, mais ce demain, ce n'est pas dans 6 ans, c'est vraiment 2025. Moi, je souhaite apporter des réponses concrètes et de tout mettre en œuvre vraiment pour leur faciliter la vie. Oui, juste peut-être pour compléter, c'est vrai qu'il y a à la fois des réponses qu'il faut qu'on apporte aux personnes âgées, aux personnes handicapées et avoir un même service, ou en tout cas des services qui sont coordonnés pour faire lien avec notre préoccupation de ce matin, le service public départemental de l'autonomie, me paraît important parce qu'on développe tous une vision et une prise en charge de la personne et de sa famille, voire de son entourage, parce qu'on a des aidants qui sont dans la famille principalement, mais pas que. Donc on va développer un certain nombre d'actions, une palette de réponses, et toute la question qui se pose à nous, c'est comment on oriente les personnes et comment on fait en sorte qu'elles puissent bénéficier de ces services, tant en milieu urbain, je dirais, comme dans les Hauts-de-Seine, qu'en milieu plus rural, comme en Mayenne. Et je crois qu'un des enjeux du service public départemental de l'autonomie est bien là, de mettre en synergie ces acteurs et de mettre en synergie ces réponses de manière à pouvoir apporter une prise en charge adaptée au moment où la personne en a besoin. Merci beaucoup. Alors justement, on va rentrer un peu dans le concret. Donc, concrètement, comment le service public départemental de l'autonomie peut se mettre en place et quel rôle pour les communes et les élus dans ce service public? Quels sont, vous, pour apporter ces réponses concrètes, les besoins dont vous auriez besoin? Quels seraient les axes de travail sur lesquels les communes pourraient s'intégrer pour participer de ce rôle justement de première porte d'entrée pour les personnes, pour apporter des informations claires et pour derrière pouvoir les mettre en relation avec les bons acteurs? Alors, on fait toujours le même sens par habitude maintenant. Enfin, on est très. Non. Alors le chef de file, c'est pas la commune, hein, c'est le département sur l'organisationnel et donc je peux dire plutôt de l'autre point de vue du besoin. Enfin, la réalité qu'on vit tous, nos habitants comme les élus locaux, c'est que la plupart du temps, on connaît mal les choses. Donc, dans le service départemental, l'enjeu, c'est d'avoir une accessibilité à l'information et au droit. En tout cas, c'est ce qu'on ressent facilement chez nous, puisque les gens viennent dire à quoi j'ai droit. En gros, je ne sais pas. Donc, la clarification de ça, pour nous, elle est extrêmement importante. D'autant que suivant les départements, on le sait, des initiatives différentes sont prises. Nous, le département de la Mayenne, il est particulièrement proactif sur un tas de sujets, en particulier sur l'autonomie. On a fait des plans dits mayennais, hein, maille aîné avec le jeu de mots qui va bien. 1 et 2, donc on a une relance du plan qui sont des aides spécifiques que propose le conseil départemental pour que la maison soit mieux équipée, donc avec des aides financières pour l'accompagnement, le répit, le repos, etc. Mais on a en plus, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre schéma, plein de portes d'entrée, les CCAS, les CPTS, etc. Et nous, on gère des CLS, des contrats locaux de santé, enfin, les professionnels de santé sont réunis là-dedans. Et comment on fait pour que chacun se réunisse? C'est que dans ce... Alors, c'est pas le maquis du logement, mais qui est encore pire que celui-là, mais c'est quand même des termes barbares et des gens qui, face à un fait administratif, sont la complexité. Donc, je pense qu'au niveau de l'échelon très local, notre enjeu pour nous, c'est d'avoir un interlocuteur identifié et que celui-là ait toute l'information pour ramener vers l'ensemble des services disponibles pour la personne. Donc au niveau de la commune, c'est ça qu'on va demander. La plupart de nos élus ne sont pas connaisseurs, et s'il y a des communes avec des CCAS comme la mienne, parce que j'ai 9000 habitants chez moi, la commune d'à côté avec 500 habitants, la personne, elle ne fait pas les 10 km qui l'amènent jusque même la maison France Service qui est à Évron, elle va juste à la mairie de Mésanger qui est à 500 âmes à 10 km de là, et si la secrétaire de mairie ne sait pas répondre, juste, il n'y a pas de réponse tout de suite. Et la prochaine réponse, elle sera plus tard. Donc voilà, donc nous, notre enjeu, c'est ça. C'est l'accès à une information exhaustive au premier rendez-vous, entre guillemets, à la première prise de contact. Donc oui, effectivement, nous, en tout cas, je vais prendre l'exemple dans le 92 et le 78, on s'est posé cette question, 2008-2009, moi je me rappelle avec Patrick Devedjian, à l'époque, qui était président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, et donc il avait vraiment très à cœur ce défi. Comment on fait pour répondre? Pourtant, on a ce qu'il faut, on a des clics, on a des DAC, on a des coordinations gérontaux, mais ça ne marche pas.
comment on peut réinventer les choses. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer aussi les Yvelines, avec lesquelles les questions étaient exactement les mêmes. Et on s'apercevait qu'ils avaient aussi fait des avancées, nous, sur certaines choses. Et on s'est dit, on va faire ce pari de mettre en commun toutes nos compétences. Et moi, ça m'a semblé important de se dire, on ne peut pas demander aux villes, etc., de se coordonner si nous-mêmes, on ne fait pas déjà des efforts de s'unir pour aller plus vite et plus fort. Et donc, ça a créé tout ça, ce qu'on appelle la première agence interdépartementale de l'autonomie, où on y a mis tout ce qu'on avait de meilleur. Alors, avec en plus cette vision de ruralité, parce que c'était important que nous, les Hauts-de-Seine, on puisse aussi comprendre quels étaient les défis et de se dire que c'est possible aussi d'y répondre avec les atouts des uns et des autres. Donc, en octobre 2021, on a créé la première agence interdépartementale de l'autonomie. C'est en fait un opérateur au service des départements. Alors, ce n'est pas un truc en plus, c'est simplement ce que ne peut pas faire, je dirais, nos services du département, c'est-à-dire qui sont plus, je dirais, nos services à distribuer des aides, etc., de faire des évaluations, des contrôles, etc. L'opérateur, c'est celui qui va permettre de structurer, qui va, je vais dire un exemple, par exemple, on a créé un escape game, par exemple, pour les plateformes des métiers, enfin voilà, c'est des choses très concrètes, très pragmatiques, très mises en œuvre. Donc cette agence s'est créée et elle a permis justement d'avoir une meilleure visibilité, d'avoir des axes que nous avons définis, c'est-à-dire que cette agence, ça ressemble vraiment de façon très très proche aux axes du SPDA. Informer, être un lieu d'accès, structurer l'offre, travailler sur l'attractivité des métiers, etc. Donc cette agence, elle permet effectivement d'avoir une vision assez globale. L'objectif est vraiment de prendre ce virage domiciliaire, avoir une vision à 360 degrés et surtout donner des outils communs à l'ensemble de nos communes, de nos CCAS avec qui nous travaillons énormément. Et on voit bien, juste avant de vous laisser la parole, Monsieur Signerbieu, à travers votre exemple, qu'on s'appuie sur des choses qui existent déjà. Le SPDA, on ne crée pas quelque chose de nouveau. Il y a des choses qui fonctionnent et qui sont très différentes d'un département à un autre, avec des organisations qui sont adaptées au territoire. Par contre, on essaye d'aller plus loin et de tisser des liens avec d'autres acteurs. Est-ce que vous pouvez peut-être juste en 2 mots nous dire comment se construit actuellement ce lien entre les communes et l'agence autonomie et les travaux plus généraux autour du SPDA ? Les communes, moi j'ai commencé à les rencontrer dès 2017. J'ai fait ce qu'on appelle les rencontres territoriales. Donc je suis allée rencontrer chaque maire. Après j'ai 36 communes, donc c'était plus facile, avec des communes qui sont quelquefois très importantes, à la fois pour comprendre aussi leur organisation. Et j'ai vu des choses incroyables que je ne connaissais pas. Et donc cette première rencontre, elle m'a permis de faire un état des lieux. Ensuite, on a remonté toutes ces informations-là. Et on a continué ces rencontres territoriales de façon très spécifique. On a fait des webinaires, notamment avec les directeurs de CCS, avec les pôles seniors, par exemple. Pour certains, c'était des pôles seniors. Et on a construit ensemble un peu, je dirais, les points forts de l'agence. Là, par exemple, mon espace autonomie qu'on a créé, donc c'est vraiment, je dirais, la clé de voûte de l'agence. Hein, c'est un outil qui va permettre aux CCS, aux bénéficiaires, au SAD, de pouvoir avoir des accès tels que des annuaires, qui va permettre d'enregistrer les heures des SAD. On va avoir le DUI qui va être à l'intérieur. Donc ça, on l'a construit lors de ces webinaires, parce qu'en fait, c'est ça, on ne peut pas imposer. Il faut vraiment s'impliquer sur le territoire, entendre ce qu'ils ont, parce qu'on ne va pas recréer quelque chose qu'ils ont déjà, et de construire ensemble. Donc cette agence, c'était un peu l'objectif. Non, juste pour dire, parce que Madame dit qu'elle était allée voir les communes sur le département de la Mayenne, et quand on a une autre réalité de communes, on a un tropisme facile et bien senti et bien conscientisé. Alors je suis à l'AMF, je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'est la réalité et ça fonctionne bien chez nous. C'est qu'on a un tropisme intercommunal pour le coup. Hein. Donc la réflexion globale sur l'autonomie, elle se fait en réflexion avec des services communautaires, puisqu'on a, nous, 240 communes pour 300 000 habitants. On a 3 communes de plus de 10 000 habitants sur l'ensemble du département. Toutes les autres, c'est très en dessous, et c'est très très en dessous. Je dois avoir 200 communes de moins de 1000 habitants. Enfin voilà, la réalité, elle est là. Et donc, on a à l'échelle intercommunale un pôle de compétences et puis un pôle de réflexion qui est plus pertinent et qui fonctionne très bien. Et on n'est pas dans les difficultés que vivent d'autres intercommunalités. Voilà. Donc c'est un territoire très bien vécu en termes intercommunal. Et c'est là qu'est la bonne maille pour nous, pour raisonner l'offre aussi de services à faire demain, puisque la réalité n'est pas dans chaque village de moins de 200 habitants en termes de capacité à répondre, hein, donc, ou de prise d'information. Donc c'est vécu un peu différemment, forcément. Alors, comment ça se passe au niveau des CCAS ? Qu'est-ce que vous voyez comme intérêt dans la construction du SPDA, notamment en termes d'outillage ? Comment les CCAS peuvent prendre leur part dans la construction de cette culture commune ?
Donc ce qu'on vient de dire il me semble important dans la manière dont on va mettre en place le service public départemental de l'autonomie, c'est-à-dire qu'on va partir de la réalité de chaque territoire. Et chaque territoire est différent et donc va avoir des acteurs différents. Une des manières pour les CCAS de s'y inscrire, CCAS et CIAS, puisqu'on a aussi des centres intercommunaux d'action sociale, et vous avez raison effectivement de rappeler que c'est souvent la maille intéressante à partir du moment où on veut construire de l'offre, en particulier dans des milieux ruraux où il y a des petites communes. Donc ça me semble important de se dire qu'on va partir de là, et vous disiez effectivement qu'on aurait un cahier des charges national, mais qui n'imposerait pas finalement un service. La place des CCAS, elle va être à la fois dans leur connaissance des différents services, de son service à elle, mais des différents services qui existent, en partant de leur expérience et des liens qui sont déjà tissés, tant avec des services départementaux qu'avec des services associatifs qui apportent d'ores et déjà un certain nombre de réponses. Les CCAS vont être aussi partie prenante dans la construction d'outils communs. On peut penser en termes d'interconnaissance à des formations communes. Ça se fait de plus en plus entre institutions, et pas rester dans son institution, ce qui fait que ça nous permet aussi de mieux appréhender finalement la connaissance de l'autre et comment on peut orienter les personnes. Et également, le CCAS est souvent un opérateur, donc va gérer un certain nombre de services à domicile, EHPAD, résidence autonomie, et au travers de ces services-là va être un acteur qui va participer à faire connaître aussi les réponses qu'il peut engager. Et surtout, ce qui me semble important, c'est que cette interconnaissance doit nous permettre d'améliorer les réponses aux usagers et donc d'orienter, mais d'être sûr que cette orientation, elle a pu apporter la bonne réponse à l'usager, ce qui sera un défi, je crois, par rapport au service public de l'autonomie. Merci beaucoup à tous les trois. On est très contraints par le temps, donc je crois qu'on est arrivé au bout. Mais allez-y, oui, vous vouliez. Je voudrais juste, il y a un mot qu'on n'a pas dit du point de vue des communes qui est extrêmement important, en particulier en territoire rural, c'est que dans les attentes qu'on peut avoir de ça quand on est élu, c'est sur l'objectivation des besoins et pour demain trouver des ressources. Parce que si je parlais de façon un peu triviale de mes tables et de mes bancs où je peux me débrouiller sans personne et il n'y a pas d'enjeu majeur, quand on parle de résidentiel, chez nous, il n'y a pas de promotion. La promotion immobilière, elle est au point mort. Et il y a des besoins forts de nouveaux logements ou de logements différents. Et on est en plein contexte ZAN, on est en plein contexte d'impossibilité de promotion. Donc on n'a pas le droit de se planter, entre guillemets. Et on est sur des besoins nouveaux, en tout cas des solutions nouvelles inventées sur les services. Donc des choses qui sont mutualisées en termes de services pour des résidences-services, seniors, publics, privés, un peu entre les deux, etc., etc. Et dans des contextes ruraux où la promotion, elle est comme ça, elle est à zéro, ce sera bien porté par la force publique d'une façon ou d'une autre. On donne les terrains pour zéro, on déconstruit, machin, et on donne le terrain viabilisé pour zéro à des opérateurs publics qui eux-mêmes font de la gestion pour le coup, qui sont des opérateurs privés la plupart du temps, donc, etc. Et donc là, on ne peut pas se planter, parce que pour le coup, là, la commune, elle ne va pas acheter 3 bancs. Elle va mettre en place ou pas des bâtiments à coût de millions. Et donc, il faut que dedans, l'ensemble des acteurs soient bien d'accord sur le besoin. C'est du service, c'est de l'Alzheimer, c'est du transitionnel, c'est du taille de foyer, etc. etc. Enfin, c'est capital pour nous que cette infrastructure soit pertinente et soit apporteuse de bons conseils et de bonne identification de besoins. Sinon, on va se retrouver avec des bâtiments vides ou des bâtiments pas construits alors que des gens en ont besoin et seront partis ailleurs. Voilà, je voulais le signaler parce que c'est très très lourd. C'est très très lourd financièrement pour nous demain et c'est très très lourd en termes d'enjeux pour l'avenir de nos communes. Merci beaucoup. On a bien vu en tout cas les enjeux de l'autonomie, que ce soit pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap ou pour les aidants, sont au cœur de votre quotidien d'élus, de maires ou de CCAS, de collectivités en général. Le service public départemental de l'autonomie, encore une fois, c'est travailler ensemble, mieux se connaître, imaginer de nouvelles façons de collaborer et de coopérer entre les différentes structures et les différents acteurs existants sur le territoire, au plus près des personnes, en étant la première porte d'entrée des personnes dans leur quotidien pour les orienter vers toutes ces aides et ces moyens de les accompagner dans leur parcours. Et il se construit donc avec vous,
On n'a pas le temps de trop prolonger, mais vous avez une plaquette qui est à votre disposition qui vous donne des exemples concrets d'actions qui sont en cours aujourd'hui dans les territoires préfigurateurs. Et bien sûr, avec la CNSA, on capitalisera tout ça, on le mettra en lumière à partir de 2025 pour aider l'ensemble des départements à rentrer dans cette démarche à partir de 2025. Et puis pour celles et ceux qui le souhaitent, on vous invite à nous rejoindre sur le stand de la CNSA juste derrière pour prolonger les échanges et prendre éventuellement des questions qu'on n'aurait pas eu le temps de prendre maintenant. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt.